Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exo de Colle, aujourd'hui numéro 141. Et cette vidéo sera donc la dernière vidéo long format que je vais proposer sur la chaîne pour cette année 2025. Oh! Mais ne vous en faites pas, je serai évidemment de retour en janvier 2026. Ouais! Je me tape un délire tout seul, vous en faites pas. Bref, oui, en effet, en janvier 2026, d'ici la fin janvier 2026, ça va dépendre de comment je vais parvenir à gérer tout ce que j'ai à gérer en janvier 2026. Je pense notamment à la recherche et à l'enseignement, et surtout à l'enseignement, puisque je vais démarrer le cours de combinatoire niveau L3 à Leeds, à l'université de Leeds, là où je suis affecté, bien évidemment. Et donc, ça va être toute une aventure. Premier cours que je vais donner en anglais, tout ça, tout ça. Bref, je pense que ça va être très très chouette. J'ai très hâte de démarrer. Mais enfin bref, je vais fermer cette parenthèse tout de suite. Et donc oui, en effet, ça sera la dernière vidéo. Et j'ai précisé long format car on ne sait jamais, sur un petit malentendu, je pourrais poser un petit short avant le nouvel an. Voilà, vous le savez, vous l'avez entendu ici, on ne sait jamais. Bref. Et donc ouais, ça n'empêche que je voulais, pour cette dernière vidéo de l'année 2025, créer une espèce de feu d'artifice mathématique, si je puis dire. Bon, voilà, un peu bizarre comme feu d'artifice, vous pourriez me dire, mais voilà, je voulais essayer de vous proposer de belles mathématiques et c'est ce pourquoi je vous ai proposé un petit sondage, un sondage en début de mois de décembre 2025 pour faire un choix entre deux exercices qui me plaisaient bien à vous proposer en tant qu'Exo de Colle numéro 141. Un exercice autour d'une question de dilatation d'un compact, très joli exercice qui a été proposé en colle Louis le Grand. Il y a quelques années de ça. Et j'ai aimé cet exercice, je l'avais gardé dans un coin et je commence à sortir un peu ces exos de colle venant de Louis le Grand. Il y avait un deuxième exercice, et ce deuxième exercice, c'est celui que vous voyez ici. Voilà, vous avez donc choisi d'attaquer un exercice autour des racines PIM de l'unité, et cette fois-ci unité matricielle, puisque en effet cet exercice va entremêler à la fois algèbre linéaire et topologie. Et donc, ce très joli exercice, on va d'abord lire son énoncé, et ensuite on va dire 2-3 choses comme d'habitude, puis je vais vous proposer un plan d'attaque, et enfin, la résolution complète. Donc l'énoncé de l'exercice est le suivant, soit n un entier naturel non nul. On va munir l'ensemble des matrices de Mn de C de la norme infinie, donc norme assez usuelle, et on va démontrer l'égalité suivante. Alors comment ça se lit toute cette affaire? Eh bien l'adhérence de l'ensemble des matrices qui sont racine PM de la matrice unité pour un certain P entier naturel non nul est égale à l'ensemble des matrices dont le spectre est inclus dans la sphère unité. Donc voilà, très joli exercice qui pourrait très bien s'attaquer en deuxième année de classe préparatoire. Bon, probablement pas en deçà, puisqu'il faut avoir des connaissances à la fois en algèbre linéaire un peu plus poussées, mais aussi et surtout en topologie. Ça va avoir vraiment de l'importance ici. Et c'est aussi un exercice qui est grandement utilisé en tant que développement à l'agrégation, je pense notamment à l'agrégation externe. Donc vraiment un très très bel exercice, utile sur tous les points, puisque en plus de ça, les outils que nous allons utiliser, c'est vraiment des outils qui s'utilisent assez habituellement en deuxième année de classe préparatoire, et on va notamment utiliser quelques petites astuces qui peuvent en fait apparaître dans d'autres exercices liés notamment à de l'algèbre linéaire. Bref, je ne vais pas vous spoiler davantage l'exercice, je vais juste rappeler une nouvelle fois qu'en effet cet exercice est le résultat du sondage que j'ai émis au tout début du mois de décembre. Vous allez voir le résultat maintenant du sondage s'afficher en bas de l'écran. Donc merci pour votre participation et je me permets de vous dire que si vous n'avez pas eu l'occasion de participer à ce sondage, ne soyez pas triste, ne vous en faites pas. Il y aura d'autres occasions où je proposerai des sondages pour faire des choix sur les exercices ou sur les contenus d'autres formats mathématiques sur la chaîne et vous pourrez à l'occasion faire des choix sur ce qui vous plaira en fait. Bref, est-ce que j'ai d'autres trucs à dire avant de me lancer dans un plan de résolution? Je pense que j'ai pas grand chose à dire. Donc je vais vous inviter dans un premier temps à vous lancer dans un raisonnement, celui que vous voulez, pour essayer de résoudre l'exercice par vous-même. En tout cas, essayez d'avoir au moins de premières idées, surtout si cet exercice, vous ne l'avez jamais rencontré auparavant. C'est vraiment l'occasion de se dire, tiens, comment je pourrais essayer de démontrer ce truc? Voilà. Donc juste essayez d'abord d'avoir quelques idées de comment on peut démontrer ce truc avant que je ne vous propose un plan de résolution. Et puis, une fois que je vous aurai donné ce plan, on va s'y tenir pour donner la résolution complète. Ok, j'espère que vous aurez essayé. C'est un très joli exercice.
Hop. Alors, comment on va attaquer cet exercice? Alors, il y a plusieurs choses qu'il faut démontrer pour pouvoir se lancer convenablement dans l'exercice. Et on va démontrer ces choses une à une. La première chose, ça va être un truc qui est légèrement indépendant de ce qu'on veut chercher à démontrer, même si en fait, à un moment donné, on va s'en servir. Ça va être important. Mais ce que je veux dire, c'est que l'exercice que je vais poser est assez indépendant. Alors, qu'on soit bien clair, le AN que j'ai écrit, c'est bien l'ensemble qui se trouve sans l'adhérence. Et le FN ici que j'ai écrit, c'est l'ensemble qui est bien en dessous. D'accord? Juste pour que ce soit clair. Et donc, la première question que je vais vous poser, ou en tout cas la première partie de résolution que je vais vous proposer, c'est de montrer que une matrice M est dans AN, donc c'est-à-dire que c'est une racine PM de la matrice unité pour un certain P entier naturel, si et seulement si M est diagonalisable. Donc, si je m'arrêtais là, l'équivalence n'aurait pas de sens. Donc il faut que j'ajoute un autre truc. Et de plus, il existe un P entier naturel non nul, tel que eh bien, le spectre de M est inclus dans les racines PM de l'unité. Donc là, le UP que j'ai écrit ici, c'est l'ensemble des racines PM de l'unité. Très bien. Alors ça, c'est le premier petit truc que je vous invite à faire. Deuxième petit truc que je vais vous inviter à faire, c'est de démontrer la chose suivante. C'est en fait montrer l'égalité pour n égale 1. Donc traiter le cas n égale 1, qui est déjà assez formateur en fait. Donc vraiment, je vous invite grandement à faire ce cas-là, et surtout que ça doit être une des premières choses à laquelle vous devriez penser autour de cet énoncé, puisque c'est le cas le plus simple que l'on puisse rencontrer. Donc vraiment, pensez à traiter le cas n égale 1, c'est une très bonne chose, et encore plus, non seulement pour le fait de vous donner un exemple, mais en plus, ça va intervenir dans la résolution complète. Donc vraiment, c'est tout bénef. C'est tout bénef. 3. Alors, l'idée du 3, ça va être d'essayer d'utiliser une propriété sur les matrices à coefficients complexes. Donc, quand on travaille dans MN2C, un des résultats les plus importants qu'on doit avoir en tête, c'est le fait que n'importe quelle matrice est trigonalisable. Donc, dans nos calculs, on peut toujours se ramener à une matrice triangulaire supérieure ou triangulaire inférieure, suivant ce qui nous plaît. Ok ? Bon, ici, je vais considérer des matrices triangulaires supérieures. Et donc, en fait, le résultat qu'on cherche à obtenir peut se ramener à un cas de figure où on travaille avec des matrices triangulaires supérieures. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de démontrer ce résultat-là en travaillant avec donc des matrices triangulaires supérieures. Et après, il va falloir utiliser des arguments de continuité pour que les choses se passent à merveille. Alors, je vais écrire ce qu'on veut précisément montrer. Donc, si je considère T une matrice triangulaire supérieure, donc je vais noter Tn plus l'ensemble des matrices triangulaires supérieures de taille n fois n. Donc je considère ça, donc triangulaire supérieur. Montrer que si T est dans Fn, alors il existe une suite T, on va dire indice M, on va dire ça comme ça, donc Tm, je vais peut-être pas mettre de parenthèse. Donc on a une suite Tm d'éléments qui sont à la fois triangulaires supérieurs, mais aussi dans AN. Voilà. Tel que Tm tend vers T quand M tend vers l'infini. Donc là, ce qu'on va démontrer, c'est le fait que n'importe quel élément dans Fn peut s'écrire comme limite d'une suite d'éléments qui est dans AN. Donc c'est en effet démontrer le résultat ici en se restreignant à des matrices triangulaires supérieures. Il me reste une dernière chose à démontrer. Et après, on va être bon. Le 4, ça va être de démontrer que Fn est fermé. Donc, montrer que l'ensemble Fn est fermé. Voilà. Donc ça, c'est ma 4e étape. Et il y aura une 5e étape, c'est de conclure. Je ne l'écris pas,
parce que bon, bah, je vais l'écrire puis je vais tout de suite l'effacer, donc ça va pas servir à grand chose. Mais en effet, pour conclure le plan, il restera à conclure. J'ai utilisé 2 fois le même verbe, mais c'est pas grave, on va pas s'en vouloir. Donc voilà, en effet, la dernière étape, il restera donc de conclure. Bon, je vais essayer de l'écrire, allez, je vais essayer de l'écrire. Ça me dérange de ne pas l'écrire parce que c'est quand même le plan. Voilà, bon, un peu serré, mais on va dire que j'ai réussi à l'écrire. Bref, donc voilà le plan que je vous propose de suivre pour résoudre l'exercice d'aujourd'hui. Et je vais vous inviter à nouveau à faire une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre l'exercice maintenant que vous avez ce plan d'attaque sous les yeux. Et donc je pense que vous devriez voir d'ailleurs la partie la plus difficile qu'il va falloir attaquer, c'est la partie 3. Alors pour la partie 3, je vais quand même vous donner une petite indication supplémentaire. La petite indication, c'est par rapport... Alors si je dis pas de bêtises, c'est par rapport à Cayley Hamilton. Si vous avez déjà fait... donc c'est pas Cayley Hamilton que je demande à appliquer ici, c'est plutôt si vous avez déjà fait la preuve du théorème de Cayley Hamilton, enfin en tout cas une preuve, il y en a une d'entre elles où on utilise quelque chose qui est un peu similaire à ça. C'est-à-dire on a un ensemble de matrices, un ensemble de matrices triangulaires supérieures et on va essayer de l'atteindre par une suite de matrices triangulaires supérieures dont les coefficients sont distincts. Pour pouvoir assurer une espèce de diagonalisabilité et vérifier que tout va bien avec le polynôme caractéristique. Et bien là, il faut faire un truc un peu similaire. Si vous avez déjà vu justement cet exercice-là que je viens de mentionner, et bien, alors je crois que soit c'est Cayley Hamilton, soit c'est avant cela l'utilisation du fait que l'ensemble des matrices diagonalisables ou diagonales peut-être même, non diagonalisables. Je veux dire à diagonale avec une diagonale avec, ouais bon bref, diagonalisable, voilà. Sinon, je vais commencer à me perdre. Donc, il y a une propriété qui dit que l'ensemble des matrices diagonalisables dans C est dense dans l'ensemble des matrices tout court dans C. Donc ça, c'est une propriété assez remarquable. Et pour démontrer cette densité, on utilise quelque chose d'assez similaire à ce qui va se produire ici. Donc, je crois que c'est ça, ou Cayley Hamilton, enfin l'un ou l'autre. Voilà. Après, Cayley Hamilton, normalement, c'est une conséquence de... Enfin, ça peut se voir comme une conséquence de cette densité. Mais enfin bref, voilà. Donc l'idée c'est surtout qu'il y a un résultat assez bien connu qui se fait beaucoup en exo classe préparatoire et qui utilise une astuce assez similaire à celle qu'on va employer ici. Et donc il faut essayer de penser à cette astuce-là pour pouvoir conclure. Voilà, sans en dire trop, vraiment l'idée c'est ça. Bien, alors maintenant que j'ai peut-être donné un petit peu plus de précision sur le troisième point, je vous invite alors à faire à nouveau une pause sur la vidéo, vraiment maintenant, pour essayer de résoudre l'exercice par vous-même avant que je me lance à suivre le plan pour vous donner une résolution. Ok, j'espère que vous aurez essayé. Et on est donc parti pour la dernière résolution d'exercice de cette année 2025. Alors, démontrons d'abord le premier point. Bon, comme d'habitude, quand il faut démontrer une équivalence, il y a souvent un sens qui est plus simple que l'autre. Je pense qu'ici, c'était assez facile de voir quel était le sens le plus simple à traiter, et c'était le sens réciproque. Voilà, donc le sens réciproque, j'ai rien besoin d'écrire, je pense que les choses parlent d'elles-mêmes. Juste diagonalisable, donc vous écrivez P-1 D, P, et votre matrice D, eh bien, elle va avoir que des coefficients qui sont des matrices, qui sont des racines Pn de l'unité, et donc si vous mettez tout à la puissance P, la matrice diagonale va devenir l'identité, et c'est terminé. Voilà, P-1 fois l'identité fois P, ça donnera bien l'identité. Donc, M sera bien une matrice dans AN. C'est l'autre sens qui est un peu moins évident, et donc pour l'autre sens, si je prends M dans AN, ça équivaut à dire qu'il existe P dans N étoiles, dans N étoiles, tel que M puissance P, c'est l'identité. Très bien. Et du coup, ça veut dire que M est annulé par le polynôme. Là, normalement, vous devriez me voir à 36 000 km, par le polynôme x puissance P moins 1. Et ce polynôme, il est scindé à racine simple. Et ces racines sont exactement
les éléments dans UP. Voilà, donc normalement, là vous voyez la propriété que je veux utiliser. Ça implique alors que M est diagonalisable et que les valeurs propres de M sont inclus dans UP. Et c'est donc terminé, on vient de démontrer le premier point. Voilà, rien de très difficile, on utilise une propriété très classique de deuxième année de classe préparatoire. Si j'ai une matrice qui s'annule en un polynôme qui est scindé à racine simple, ça implique que la matrice est diagonalisable dans le corps dans lequel il est scindé, bien sûr. Et puis, les racines de ce polynôme, dans ces racines-là, sont contenus les éléments du spectre. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Bien, donc on vient de traiter le premier point, maintenant on va traiter le deuxième point. Je vous invite à faire des pauses ou à faire demi-tour sur la vidéo s'il y a des choses qui n'ont pas été très claires et que vous avez peut-être besoin de réentendre certaines explications. Vraiment, n'hésitez pas, c'est fait pour ça, le support vidéo. 2. Alors pour le 2, il faut traiter le cas n égale 1. Alors qu'en est-il si n égale 1 ? Si n égale 1, bah, ça veut dire que les matrices qu'on regarde, c'est finalement juste des nombres complexes. Et d'un côté, à n, bah, ça va être l'union pour p entier naturel non nul des UP, donc des racines pm de l'unité. Et de l'autre côté, Fn, eh bien ça va être la sphère unité directement. Donc ici, la sphère unité, juste pour que ce soit bien clair, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas écrit, mais normalement ça devrait être clair, c'est l'ensemble des nombres complexes tels que le module de ce nombre complexe est exactement égal à 1. D'accord, c'est ça qu'on appelle les éléments de la sphère unité. Et donc, l'objectif est de démontrer que donc AN et Fn, là, AN bar, pardon, est égal à Fn. Donc, montrer que A1 bar est égal à F1. Alors, comment faire ça ? Bien, l'idée, c'est de se dire comment je représente un élément qui est de module égal à 1. Puisque de toute façon, les racines PM de l'unité sont des éléments particuliers, des éléments de module égal à 1. Je pense que d'ailleurs, c'est assez clair de vérifier que l'ensemble AN est inclus dans l'ensemble Fn. Je pense que je peux même dire ça tout de suite. Et notamment grâce à la propriété que j'ai ici. Là, cette propriété-là me permet d'assurer en effet que le spectre, donc c'est surtout ça, le spectre est inclus dans l'ensemble des racines PM de l'unité pour un certain P, et donc bah, c'est inclus dans la sphère. D'accord ? Donc ça c'est assez clair, et donc bah, là pareil, AN est inclus dans F, enfin 1 est inclus dans F1, ça c'est assez clair. Maintenant, comment on représente donc un élément qui est de module égal à 1 chez les nombres complexes ? Eh bien la meilleure façon de faire, c'est de dire, bah, en fait on a une écriture exponentielle, et on écrit exponentielle de I un certain nombre réel, donc exponentielle iθ. Donc ça semble faire sens de se dire, bah, je vais considérer soit f, la fonction qui va partir des réels vers les complexes, et qui a un nombre donc θ, va associer exponentielle de iθ. Et donc là, bah, je peux enlever complexe et écrire la sphère. C'est tout aussi bien. Et donc cette fonction-là est plus ou moins par définition une application qui va être continue, bien sûr. Donc f est continue. Par définition de l'exponentielle, je veux dire surtout. F est continue sur tout R. Très bien. Notamment parce que cette fonction, elle est lipschitzienne d'ailleurs. Je pense que ça doit être correct. Cette fonction, elle est lipschitzienne. Je suis en train de réfléchir 2 secondes, que je ne sois pas en train de dire une bêtise, mais je pense que c'est correct. Bref, donc, f est une fonction continue. Très bien. Oui, elle est de lipschitzienne. Hein. Je suis en train de petit à petit me convaincre que je viens de ne pas dire une bêtise. Ouais. Elle est de lipschitzienne parce qu'on peut utiliser l'inégalité des accroissements finis qui est quand même valide ici. Donc juste pour l'écrire quand même. Parce que mine de rien, on en aura besoin de ça. Peut-être un peu rapidement, mais on peut en avoir besoin. Donc par inégalité des accroissements finis, qui est valide, hein, même si je suis à valeur complexe. Hein.
D'accord? C'est le TAF, hein, donc le théorème des accroissements finis, ça c'est pas vrai chez les complexes. Mais l'inégalité des accroissements finis, c'est vrai même si j'atteins des complexes. Ça, il n'y a pas de problème. Donc là, l'IAF, ça me dit que si je m'amuse à faire EI θ moins EI θ prime, et ben ça c'est inférieur ou égal. Et donc il faut que je prenne la norme sup. Donc là, je m'amuse à faire θ moins θ prime. Et ensuite, je dois prendre le sup de la dérivée. Mais la dérivée ici, bah, c'est tout simplement i exponentielle i θ. Et donc bah, le module de ce sup, bah, c'est en fait égal à la valeur qu'on atteint pour le module, c'est-à-dire 1. Donc voilà. Donc ce 1, c'est le sup de f' de θ pour θ dans R. Voilà. Et donc oui, en effet, la fonction est bien une Lipschitzienne. Très bien. Ok, alors ça c'est bon. Donc maintenant, on veut démontrer que l'adhérence de A1, c'est bien F1. Alors, je suis en train de réfléchir à comment exactement je vais m'y prendre. Oui, voilà, c'est ça. Donc, si je considère soit Z un élément de la sphère. Bon, cet élément de la sphère, pH, cet élément de la sphère, je peux bien sûr l'écrire exponentielle d'un certain iθ, quoi. Donc, exponentielle iθ avec θ, un réel. Rien ne m'empêche de faire la chose suivante. Je pourrais considérer. Donc en fait, ce que je vais considérer, ça va être une suite d'éléments qui va faire en sorte que l'exponentielle que je calcule, c'est bien une exponentielle qui va être une racine PM de l'unité. Voilà ce que je veux faire. Et donc, bah, ce que je vais donc poser, c'est, je vais mettre θ. Alors, je vais poser θp comme étant égal à quoi? Eh bien, je veux que ce soit 2pi fois la partie entière. C'est là où il ne faut pas que je me plante dans ce que je veux écrire. Je crois que je veux que ce soit m θ sur 2pi. C'est ça. Et je veux ensuite diviser par m. Enfin, p, pardon. J'ai mis p, je vais mettre p quand même. Ok, alors, pourquoi je veux un truc comme ça? C'est parce que bah, je veux un 2pi fois un certain entier fois p, enfin divisé par p. Comme ça, je peux dire que le exponentiel i de ce truc-là, c'est bien une racine pm de l'unité. Et donc, bah, comment je détermine cet entier? Bah, je veux que cet entier-là, en faisant tendre p vers l'infini, tout ce truc-là tende vers θ. Et donc, bah, vous devriez savoir que si j'ai... Enfin, je vais faire comme ça. Quand je prends la partie entière de x... et que x tend vers l'infini, je peux montrer que ce truc-là, c'est équivalent, je ne vais pas mettre temps, mais équivalent à x. Donc là, c'est équivalent à cette chose-là, et vous pouvez constater alors que le p va simplifier, les deux pi vont simplifier, et je me retrouve bien avec θ. Donc il est assez simple de constater que quand p tend vers l'infini, ça tend vers θ. Grâce à l'équivalence que j'ai mentionnée ici. Ok, très bien. Et donc maintenant qu'on a ça, eh bien c'est un peu bébête, hein, je pense. Donc maintenant que je sais que j'ai ça, eh bien les exponentielles, donc je me rends compte que exponentielle, bah, je peux utiliser l'inégalité. En fait, je peux faire. C'est pour ça que je suis un peu perturbé parce que là j'ai proposé deux trucs en même temps. Donc je peux très bien utiliser l'inégalité qui est ici et conclure grâce à ça en fait, parce que bah là si je regarde le module de EI θ moins EI θp. D'après ce que j'ai fait juste avant, ça c'est inférieur ou égal à θ moins θp. Et ça, je sais que ça tend vers 0 quand p tend vers l'infini. Bien sûr, un module c'est toujours positif, et par inégalité triangulaire, ça tend vers 0. 0 pardon, quand p tend vers l'infini. Et j'ai oublié de préciser, mais en effet, de toute façon je l'ai dit à l'oral, mais je ne l'ai pas écrit, c'est assez clair que exponentielle, donc f de θp, c'est bien un élément racine pm de l'unité, et donc c'est bien un élément de A1.
Donc voilà, bah, vous voyez assez clairement. Donc soit j'utilise le fait que f est continu, soit j'utilise l'inégalité des accroissements finis. Les deux fonctionnent très bien. On arrive à conclure que les deux exponentielles ici tendent l'un vers l'autre. Donc là, les θp, exponentielle iθp tendent vers les exponentielles iθ, enfin l'exponentielle iθ. Et donc par conséquent, on vient de démontrer qu'en effet z appartient à 1 bar. Ouais, c'est ça. Donc on a montré qu'un élément dans F1 est inclus dans A1 bar. Très bien. Et un dernier truc qui peut être utile, c'est de constater que F1 est fermé. Donc je vais le dire ici. Notez aussi que F1 est fermé. Je pense que c'est assez clair à cause de l'égalité qu'il faut satisfaire. D'accord ? Et le fait que le module est une opération continue. Donc à cause de ces propriétés-là, F1 est fermé. Par conséquent, bah, qu'est-ce qu'on vient de démontrer? On vient de démontrer que A1 est dans F1, que F1 est dans 1 bar, mais F1 est fermé, donc c'est terminé. Je vais écrire la conclusion ici, pour ne pas effacer ce qu'il y a au tableau. Donc comme je viens de le dire, A1 est inclus dans F1, qui est inclus dans A1 bar, mais on sait aussi, pourtant, que F1 est fermé. Donc là, ça voudrait dire que F1 est fermé un tout petit peu plus petit que l'adhérence de A1. Pourtant, A1 est inclus dans ce fermé. Et normalement, l'adhérence, c'est le plus petit fermé dans lequel A1 est contenu. Donc, bah, ça veut dire que F1 égale A1 bar. Ce que je viens de dire là, c'est ce qui va nous servir de conclusion pour le 5. Donc, gardez ça en tête. Ça va nous servir pour le 5, cet argument-là. Et voilà, on vient donc de traiter le cas n égale 1, qui est déjà assez joli, je trouve, à traiter sur les nombres complexes. Bon, n'hésitez pas encore une fois à faire des pauses, à faire demi-tour si besoin, pour relire, pour revérifier certaines choses. Je vais maintenant effacer. Hop. Donc on vient de traiter la question 2 et on va maintenant attaquer la question difficile, la 3. Qui est en fait de traiter l'adhérence d'une certaine manière dans un sous-cadre où on travaille avec les matrices triangulaires. Triangulaires supérieures. Ok. Donc on a T, une matrice triangulaire supérieure qui est dans Fn. Donc soit T, donc triangulaire supérieure, dans Fn. Alors, bon, bah, ma matrice triangulaire supérieure, je peux l'écrire, hein, je peux expliciter un peu ses coefficients. J'ai TIJ comme ceci, avec bien sûr, comme d'habitude, ceci. Et si, donc là, c'est encore une fois, il ne faut pas que je me plante, donc il faut que le nombre de lignes, enfin le numéro de la ligne soit plus grand, strict que le nombre de colonnes. Donc TIJ égale 0 si I est plus grand strict à J. Et une autre condition du fait qu'on est dans Fn, c'est que TII, eh bien, ça soit un élément de la sphère unité. Car, rappel, quand on travaille avec une matrice triangulaire supérieure, les valeurs du spectre de T, c'est exactement les valeurs qui se trouvent dans la diagonale de la matrice triangulaire. Donc supérieure ou inférieure d'ailleurs. Bon, très bien. Alors, on a des éléments du spectre. Enfin, voilà, on a nos éléments du spectre qui sont dans la sphère unité. Et l'objectif, c'est de montrer qu'on peut avoir une matrice Tm qui est dans Tm plus de C, et à la fois dans Tm plus de C, mais aussi dans An, et tel que Tm tend vers T, quand m tend vers l'infini. Ok. Alors, bah, si on veut être dans ce qu'on veut, il faut s'assurer que les éléments dans la diagonale soient des racines. Donc ça vient de la première question. Il faut s'assurer que les éléments dans la diagonale, ce soient des éléments dans la racine de... pardon, je vais y arriver. Donc il faut s'assurer que ces éléments-là soient des racines PM de l'unité. Mais un autre truc, il faut aussi vérifier que la matrice qu'on écrit, hein, donc la matrice Tm, soit diagonalisable. Et quelle est la chose la plus simple qu'on puisse faire pour s'assurer qu'une matrice soit diagonalisable? Eh bien, c'est de faire en sorte que les valeurs, donc les valeurs propres, soient toutes distinctes. Si on fait ça, eh bien on va avoir gagné. Et donc, dans cet objectif, ce qu'on va faire, c'est la chose suivante. Donc on sait que, je vais écrire, TII, c'est un certain exponentiel. Alors c'est vrai que I, c'est vraiment pas un bon choix.
Je vais peut-être écrire K. I, c'est pas un bon choix parce que I, ça peut faire référence aux nombres complexes en même temps. Bon, là ici, je vais garder TIJ parce que c'est usuel de dire TIJ pour les indices d'une matrice. Mais ici, je vais plutôt parler de TKK, sous-entendant ici aussi TII. Bon, bref. Donc, ce TKK, c'est la même chose que exponentielle I θk avec un certain θk appartenant donc au réel. Et l'idée, va être d'essayer de jouer avec ce θk. Et pour jouer correctement avec ce θk, ce qu'on va faire, c'est la chose suivante. On va exactement faire la même manipulation que tantôt. On va considérer psi m comme étant la chose suivante. Donc, si vous vous rappelez bien, nous avons fait tantôt 2pi sur p fois, alors 2pi maintenant sur m, puisque c'est plus p, 2pi sur m. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, c'était m θ k sur, que je fasse pas de bêtises non plus, 2pi. Alors ça, c'est très bien. C'est très bien parce que si je fais ça, je suis assuré que toutes les valeurs qui vont se trouver dans la diagonale, donc là, après, ce que j'ai très envie de faire, je vais vous écrire ce que j'ai très envie de faire. Ce que j'ai très envie de faire, c'est ensuite de dire, bah, je vais prendre Tm comme étant la matrice TIJM, ou, eh bien, TKK, ben c'est la même chose que psi K de M. J'ai envie de faire ça, et puis sinon, donc TKK de M, et sinon TIJ de M, bah je veux que ce soit TIJ, c'est-à-dire je ne change absolument rien aux autres coefficients, tout ce qui change c'est les coefficients qui se trouvent dans la diagonale. Alors en faisant ça, oui, je vais pouvoir assurer que les éléments dans ma diagonale sont des éléments qui sont des racines mième de l'unité, donc ça je suis content, mais je ne suis pas assuré du fait que M soit diagonalisable. Et c'est là où la petite opération va apparaître pour faire en sorte que toutes les valeurs qu'on obtient ici soient bien des valeurs distinctes. Et donc, bah, je vais même pas l'effacer, je vais juste écrire plus 2pi km. Voilà la petite modification que je vais faire. Donc pour tout cas, je vais ajouter un petit truc comme ça. Et ajouter un petit truc comme ça, c'est vraiment le petit truc qui apparaît quand on travaille avec le fait que l'ensemble des matrices diagonalisables est dense dans l'ensemble des matrices dans Mn2C. Je crois que c'est même un exercice qu'on a déjà fait sur la chaîne, un très vieil exercice, je mettrai le lien en description. Mais bref, dans cet exercice, je crois qu'il y a un moment où on utilise un petit peu ce genre de manipulation. Alors, soit c'est là-dedans, soit c'est dans un autre type d'exercice. Bon, j'essaierai de rechecker pour être sûr quand même. Mais je sais qu'il y a un exercice assez classique où on fait un peu le même genre de manipulation sur la diagonale d'une matrice triangulaire pour s'assurer qu'on se retrouve finalement avec des matrices diagonalisables. Donc voilà, juste pour le dire. Et je pense que c'est dans le cas d'une matrice dans le cas où on cherche à montrer que l'ensemble des matrices diagonalisables est dense dans l'ensemble des matrices, parce que pour le faire, on prend encore une fois le fait que la matrice est trigonalisable, et on regarde la diagonale de cette matrice trigonalisable, et on la change un tout petit peu pour se retrouver avec une matrice diagonalisable. Donc je pense que oui, c'est bien dans cet exercice-là qu'on voit ça. Je suis en train de me convaincre, très bien. Bon alors, donc nous allons poser ce petit truc-là en plus, et maintenant bah, il reste à démontrer qu'en effet, à partir d'un certain m, parce que peut-être que ça n'est pas vrai, pour le m que je viens de poser, à cause de la congruence modulo 2pi, c'est pas impossible, mais il faut au moins assurer qu'à partir d'un certain m, eh bien, on est assuré que toutes les valeurs que l'on a, donc les exponentielles i, psi, km, sont tous distincts, 2 à 2. Alors comment s'assurer de ça? Eh bien, on va écrire. Alors, réfléchissons. Donc, il y a deux cas de figure qu'il faut traiter. Les deux cas de figure sont si j'ai... alors, je vais prendre K et L, bien sûr, des indices dans un N. Et je vais regarder le cas de figure où j'ai θk qui est égal à θL. Puis ensuite, je vais regarder le cas de figure où θk est différent de θL. Alors, le cas où θk est égal à θL, eh bien, quand je regarde psi km moins psi lm, ok, eh bien je vais avoir des trucs qui vont se simplifier, d'autres trucs qui ne se simplifient pas, et notamment ici, je vais avoir un 2pi k moins l sur m. Et donc, bah, si m est assez grand, ce truc-là pourrait être suffisamment petit pour ne pas être tué par la congruence 2pi.
Et donc, si M est assez grand, on va avoir que psi km est en effet distinct de psi lm, et donc, enfin, psi lm modulo de pi, et donc que les exponentielles, donc c'est ouais, j'hésite encore si j'utilise f à chaque fois ou exponentielle, mais je vais mettre plutôt exponentielle. Donc exponentielle de i psi km est différent de exponentielle i psi lm. Donc pour un m assez grand, je vais être assuré, donc il faut que le m soit plus grand, fasse en sorte, si vous voulez un exemple de m qui marche, vous prenez un m qui est plus grand strict à 2pi fois k-l en valeur absolue. Vous prenez un m qui est plus grand que ça, et plus grand strict, et à partir de là, vous êtes normalement assuré que ces deux-là vont être distincts à congruence modulo 2pi. Voilà. Bon, donc ça c'est bon, très bien. Et pour le deuxième, alors si θk est différent de θl, bah là pareil, il va falloir chercher un m assez grand de façon à ce que la différence soit aussi plus grande qu'une certaine valeur. Alors, comment l'écrire correctement? Je suis juste en train de me poser la question. Donc ce que je veux, c'est... Ouais, bah, je pense qu'on peut la jouer juste comme ça. Je sais que psi km moins psi lm donc sont différents modulo 2pi, hein, bien sûr. Ici, j'entendais modulo 2pi. Donc ça, bah, ça tend vers θk moins θl. C'est ça. Voilà. Donc ça, on est OK. Pour m qui tend vers l'infini. Et par conséquent, les exponentielles i θk avec exponentielle i θl, bah, ça va être distinct. Puisque si c'était égal, ça veut dire que les deux sont égaux modulo 2pi. Donc ces deux valeurs-là vont être distinctes. Et du coup, bah, ça va assurer que les psi klm et psi lm, je vais arriver, psi km pardon, et psi lm vont être distincts modulo 2pi à partir d'un certain rang. Donc psi km et psi kl sont distincts modulo 2pi pour un m assez grand. Encore une fois. Et pour ce m assez grand, alors si vous voulez trouver un m qui marche, vous pouvez essayer de la jouer avec du epsilon. Vous traduisez la limite qui est ici par une question d'epsilon suffisamment, et après il faut choisir peut-être un epsilon suffisamment petit, mais l'idée c'est vraiment ça. Il faut remplacer ça par epsilon, ça va induire un certain epsilon ici, et à partir de cet epsilon qui est ici, par continuité, hein, et à partir de cet epsilon là, bah, vous allez avoir donc cette différenciation entre les psi. Voilà, je pense que c'est assez clair comme ça. Bon voilà. Après, on pourrait utiliser les inégalités triangulaires, les inégalités d'accroissement fini une nouvelle fois, en utilisant peut-être du inf en même temps. Bon, même si je suis pas entièrement sûr de cette méthode, je préfère passer par là, c'est un peu plus clair, je trouve. Bon voilà, donc du coup je suis assuré que toutes les valeurs qui se trouvent dans la diagonale sont distinctes 2 à 2, ce qui me permet d'assurer aussi que la matrice Tm, c'est bien une matrice qui va être diagonalisable et dont les valeurs propres sont dans les racines Pm de l'unité pour un certain P. Pour un certain M même ici. Donc là je suis sûr que ce truc là il est dans AN et c'est bien sûr une matrice triangulaire supérieure. Tout va bien. Voilà, donc on vient de passer la partie difficile, mais je tiens à vraiment insister là-dessus, à condition qu'on ait déjà fait un exercice similaire, et vraiment la méthode qu'on vient d'employer, c'est similaire à ce qui se passe pour les matrices diagonalisables dans l'ensemble des matrices, eh bien l'idée est vraiment la même, vous voulez juste changer un tout petit peu les valeurs dans la triangulaire, de façon à ce que toutes les valeurs soient distinctes à partir d'un certain rang, et cela vous assure une diagonalisabilité. Et pour cela, bah, il faut faire une petite addition d'un certain 1 sur m, 1 sur k, ou je sais pas quoi. Dans le cas, je pense dans le cas des matrices diagonalisables, pardon, il y a vraiment un truc du style 1 sur k qu'on doit ajouter pour s'assurer que toutes les valeurs sont distinctes. Donc vraiment, voilà, c'est très similaire à ce cas-là, enfin le cas des matrices diagonalisables qui est dense dans l'ensemble des matrices tout court, dans Mn2C. Bien, je vais pouvoir effacer, donc je montre encore une fois à l'écran juste avant d'effacer. N'hésitez pas à faire demi-tour une nouvelle fois au besoin. Bon, il nous reste 2 points à traiter. Bon, la conclusion va être assez rapide,
car je vous ai déjà donné la conclusion. Si vous avez bien compris ce qui se passait pour n égale 1, et notamment le petit truc que j'ai encadré à la fin, c'est exactement ça qu'on va dire pour conclure. Plus le côté trigonalisable. Alors, on veut montrer maintenant que Fn est fermé. Ok. Alors, fermé pour la norme infinie, c'est fermé pour n'importe quelle norme, en fait, puisqu'on travaille en dimension finie, donc toutes les normes sont équivalentes, il n'y a pas de problème. Donc, on peut très bien parler juste d'un ensemble fermé sans préciser la norme avec laquelle on travaille. C'est juste usuel et commode de préciser avec quelle norme on veut travailler notre topologie. Bref. Donc, on veut montrer que Fn est fermé. Alors, donc ce qu'on va faire, c'est la chose suivante. On considère une suite, donc là il faut considérer une suite de matrices. On fait comme d'habitude, hein, c'est la propriété séquentielle, donc caractérisation séquentielle. Donc je précise un peu plus ma pensée. Ce que je veux démontrer, c'est si je prends une suite M indice S, disons, dans Fn, eh bien, je veux montrer, donc, qui converge vers une matrice M dans Mn de C. On veut montrer que M est aussi dans Fn. Ok. Alors, le seul truc sur lequel on peut faire des choses, c'est les valeurs propres. Hein, c'est la seule information que nous avons. Et donc les valeurs propres, normalement, ça vous donne très envie de travailler avec le polynôme caractéristique. Et c'est une très bonne idée. Donc c'est ce que nous allons faire. Ok. Donc je considère... alors qu'est-ce que je vais dire? Je vais essayer de dire les choses dans un certain ordre. Je pense que la première chose que je vais dire, c'est tout de suite la continuité du polynôme caractéristique. Je pense que c'est intéressant de le dire maintenant. Donc, la fonction M associe qui de M, donc qui a une matrice M associe son polynôme caractéristique, et continue. Donc continue sur l'ensemble des matrices, et donc ici à valeur sur des polynômes de degré au plus n, en fait même de degré, de degré au plus n, disons c'est très bien. Et donc c'est continu, et la raison générale qu'on emploie à chaque fois, c'est le fait que les coefficients du polynôme sont polynomiales en les coefficients de la matrice. Donc, les coefficients de qui m sont polynomiales. Polynomiales en les coefficients de la matrice. Voilà, ça c'est la phrase qu'on sort à chaque fois. Hop. Bon, il y a des trucs un petit peu plus spéciaux plutôt, qu'on pourrait donner pour justifier la continuité de cette fonction. Mais je pense qu'il est vraiment très commun de sortir cette phrase pour justifier la continuité. Si vous n'en êtes pas convaincu, vraiment, vous pouvez vous amuser à écrire et à justifier encore un peu mieux pourquoi en effet ça implique bien la continuité. Mais bon, voilà, sachez que ça, c'est quand même une phrase assez commune pour justifier la continuité d'une telle application. Et donc, par cette continuité, le fait qu'on sache que ms tend vers m, quand s tend vers l'infini, ça implique que qui ms tend vers qui m, pour s qui tend vers l'infini. Ok, alors maintenant, qui ms, on sait que qui ms est scindé. D'accord, comme c'est un polynôme à coefficient complexe et que l'ensemble des complexes, bien sûr, c'est un corps algébriquement clos, donc ça veut dire que tous les polynômes sont scindés dans ce corps. Bon, par conséquent, je peux considérer les valeurs propres comptées avec multiplicité algébrique, donc c'est-à-dire comptées avec les multiplicités données par le polynôme caractéristique. Donc c'est ce que je vais faire, soit lambda 1s jusqu'à lambda ns, les valeurs propres, valeurs propres, tac,
Donc les valeurs propres de MS comptées avec multiplicité algébrique. C'est-à-dire en tant que racine du polynôme. Sinon, dit autrement, en fait, je suis en train de les compter en fonction de la dimension, donc non seulement avec la multiplicité, mais aussi en question de dimension d'espace caractéristique. Voilà, il y a aussi ça qui pourrait rentrer en jeu. Mais bref, là, ici, je considère les multiplicités algébriques, je pense que c'est assez clair comme ça. Très bien. Et donc, j'ai quand même quelque chose d'assez rigolo qui se produit, puisque d'un côté, j'ai un polynôme qui est scindé, et donc, je peux écrire qui m S comme étant le produit des lambda, enfin x moins lambda j. Hop. Donc, x moins lambda js pour j allant de 1 à n. Mais de l'autre côté, je peux aussi écrire que qui m, lui aussi est scindé, et donc je peux considérer lambda 1 jusqu'à lambda n, les valeurs propres comptées avec multiplicité pour m, et avoir le produit des x moins lambda j, j allant de 1 à n. Donc lambda 1 jusqu'à lambda n, pareil, valeur propre de m avec multiplicité algébrique. Et je sais donc que nous avons une convergence dans ce sens. Donc là, quand, tac, 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 que je ne fasse pas de bêtises, quand S tend vers l'infini. Très bien. Alors, si je ne peux pas montrer une convergence directe de chacun des lambda j, un truc que je peux au moins affirmer, parce que bon, c'est peut-être pas hyper clair que lambda j tende vers l'un des lambda js tend vers l'un des lambda j quand s tend vers l'infini. C'est peut-être pas aussi clair que ça. Mais par contre, un truc qu'on peut au moins affirmer, c'est que par convergence des coefficients de ces polynômes, eh bien, on est assuré que les lambda js forment une suite bornée. Donc c'est ce que je vais utiliser maintenant. Hop, j'efface ça. On a bien compris quel est le but. Hop. Tac. Je peux effacer ça aussi. Voilà. Donc, hop. On a que lambda 1s jusqu'à lambda js, cette suite-là est bornée. Car on peut voir qui m s tendre vers qui m par coefficient. Et donc par coefficient, ça veut dire qu'on a une bornitude des expressions dépendant des valeurs propres qui sont en jeu. Coefficients qui sont donc des expressions dépendant des lambda js. Et donc une bornitude des lambda js. Vous voyez? Donc vraiment, c'est en voyant les polynômes là, la convergence de polynômes, en voyant juste les coefficients, on peut conclure que les lambda js forment un ensemble, enfin les suites de lambda js vont former une suite bornée. Je pense que c'est plus clair comme ça, parce que là, on peut pas, comme je viens de le dire, là, on peut pas tout à fait conclure que lambda js tend vers lambda j, même si c'est quelque chose qu'on aurait très envie de dire. Je pense pas directement. J'ai pas envie de le dire directement, surtout que je suis pas sûr d'ailleurs que ça va être totalement vrai. Mais au moins, un truc que je peux assurer, c'est grâce aux expressions des polynômes qui sont en jeu et leur bornitude, je peux assurer la bornitude de ces lambda js. Et grâce à la bornitude, là, je peux utiliser Bolzano-Weierstrass et maintenant extraire une sous-suite de cette suite-là qui va converger. Et comme elle doit converger, et que l'ensemble des polynômes convergent, eh bien ça va forcément converger vers les lambda j qui sont ici. Donc, par maintenant Bolzano-Weierstrass. Il existe phi, ouais, je peux prendre phi. Il existe phi
une fonction extractrice, donc qui va de n vers n, extractrice, c'est ça, telle que, eh bien, la suite des lambda 1 phi s jusqu'à lambda j phi s converge vers quelque chose qu'on peut appeler mu1 jusqu'à mu n pour le moment. Et donc, quitte à ordonner les lambda dans le bon sens, on peut assurer, donc quitte à réordonner, donc par le fait, je vais ajouter ça, par le fait que je réinsiste là-dessus, qui ms tend vers qui m, ben ça veut dire que les coefficients qui sont en jeu doivent être égaux à la limite. Donc les mu1, mu n doivent être égaux au lambda 1, lambda n, quitte à permuter. Donc, par le fait 1, à permutation près, nous avons mu1, mu n, qui est égal à lambda 1, lambda n. Et donc, par passage à la limite, sachant que la sphère unité dans les nombres complexes, c'est un ensemble fermé dans les complexes, on conclut que les lambda 1, lambda n appartiennent également à la sphère. Donc, or, la sphère unité est fermée dans C, et les lambda JS sont des éléments de la sphère unité. Donc, lambda 1 jusqu'à lambda n sont des éléments de la sphère unité. Et on conclut alors qu'en effet, la matrice M appartient bien à Fn. Et on a donc conclu la caractérisation séquentielle de l'ensemble fermé, du fait que Fn est fermé. Bon voilà, il est temps de conclure. Super. Donc je vais effacer. Hop, encore une fois, n'hésitez pas à faire demi-tour s'il y a des choses qui n'ont pas paru très claires. Hop. Tac. Et on va donc maintenant conclure ce dernier exercice de l'année 2025. Hop. Donc conclure. Alors on sait déjà que AN est inclus dans Fn. Maintenant mon objectif c'est de montrer que Fn est inclus dans AN bar. Ok, donc je vais commencer par ça. Donc, oui c'est ça. Donc si je prends M, une matrice dans Fn, je vous ai dit, j'ai envie d'utiliser ce qui s'est passé en 3 pour les matrices triangulaires, donc je vais utiliser la trigonalisation. De toute façon je vous ai motivé ça par rapport à la trigonalisation. Donc M est trigonalisable dans C, ça vient de d'Alembert-Gauss bien sûr, encore et toujours lui, qui permet d'assurer que le polynôme caractéristique est scindé, et donc par conséquent, la matrice, n'importe quelle matrice dont le polynôme caractéristique est scindé, donne une matrice qui est trigonalisable. Donc voilà, elle est trigonalisable, donc ça veut dire qu'on peut écrire M comme étant égal à P-1TP, et le spectre de T, c'est le même que le spectre de M, par changement de base, évidemment. Et par conséquent, T devient alors une matrice triangulaire, donc on peut préciser que la matrice ici est une matrice triangulaire supérieure. Et donc T ici est non seulement triangulaire supérieure, mais elle est aussi dans Fn. Et donc d'après la question précédente, donc dans une des questions précédentes, d'après 3, on sait qu'il existe une suite Tm d'éléments eux aussi triangulaires supérieurs, mais surtout dans AN, tel que, on a Tm qui tend vers T quand M tend vers l'infini. Ok. Et maintenant que j'ai ça, j'ajoute le fait que l'application, donc plus l'application qui a U associe P-1 U P, sachant que P est fixé, inversible. Donc j'ai oublié de préciser que P est inversible. Je vais quand même l'écrire. Voilà. Ça, c'est une fonction continue
sur Mn de C. Ok. Et donc, eh bien, P-1 TMP, qui est elle aussi une matrice dans AN, eh bien ça tend vers P-1 TP quand M tend vers l'infini, et ça c'est la matrice grand M. Donc c'est gagné, je viens de démontrer que, en effet, Fn est inclus dans AN bar. Donc l'interrogation c'est OK. Donc voilà, je vais peut-être mettre 1 ici, ce sera plus clair. Très bien. Et donc, ou A plutôt. Voilà. Et donc, je sais que Fn est fermé pourtant. D'après 4, pardon. D'après 4, je sais que Fn est fermé. Et par définition d'adhérence, l'adhérence est censée être le plus petit fermé dans lequel AN est contenu. Donc l'adhérence de AN, c'est censé être ça. Et là, je suis en train de dire qu'il y a un fermé un tout petit peu plus petit que l'adhérence de mon ensemble. Ça veut dire que ce fermé, c'est l'adhérence de mon ensemble. Donc, Fn est égal à AN bar. Et ceci conclut la résolution de cet exercice. Donc voilà, c'était un très joli exercice pour plein de choses. Hein, j'espère que je vous ai convaincu avec les différents résultats que nous avons dû utiliser. Donc notamment ça, cette petite propriété qui est vraiment une propriété très classique à démontrer en deuxième année de classe préparatoire. Et puis après, là, cette petite propriété 2 qui pourrait aussi se démontrer même dans un cadre de première année de classe préparatoire hein, d'ailleurs. Hein, ça pourrait se jouer pour donner d'autres exemples d'ensemble dense dans un ensemble particulier. Puisque bon, vous avez l'habitude normalement sur les rationnels, mais on pourrait étendre un petit peu la densité, la notion de densité dans d'autres cadres en première année et parler d'autres exercices pour montrer d'autres points de densité. Donc là, en l'occurrence, montrer que l'union des racines pn de l'unité pour P entier naturel non nul, c'est dense dans la sphère unité. Je trouve que c'est un très joli résultat qu'il faut, à mon avis, savoir faire, surtout en deuxième année de classe préparatoire. Et puis, là, la question de trigonalisabilité, là, enfin, pas trigonalisabilité, mais oui, ça apparaît pour travailler avec les matrices complexes par la suite, mais surtout se ramener au cas triangulaire et faire cette petite manipulation qui est très similaire à un autre exercice, donc cette question de diagonalisabilité, hein, l'ensemble des matrices diagonalisables et dense dans l'ensemble des matrices dans C. Donc vraiment, voilà, ça fait appel à pas mal de choses qui me semblent assez jolies et assez importantes à maîtriser en deuxième année de classe préparatoire grandes écoles, et aussi très important à manipuler quand on est en agrégation ou éventuellement même en CAPES, parce que bon, même si les outils sont un peu évolués en CAPES, c'est toujours bon aussi maîtriser ce genre de choses. Bref, voilà, je le trouve très très joli et donc je pense que vous avez fait un bon choix. Je vais pas vous mentir, je m'y attendais à ce que vous fassiez ce choix d'exercice. Voilà, même si bon, c'est vrai que le choix était un peu serré. À un moment donné, je me suis dit, tiens, c'est marrant, la dilatation de compact a l'air d'être intéressante aussi. Mais je vais pas vous mentir, jusqu'à maintenant, pour les sondages d'exercice, vous m'avez pas surpris. Voilà, vous avez toujours choisi l'exercice auquel je m'attendais. Donc bon, soit c'est parce qu'on est dans la même longueur d'onde, soit c'est parce que je suis capable de faire un peu attention au public que j'ai en face de moi, voilà, donc bon bref. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, c'était un très bon choix d'exercice, je le trouve très très joli et j'espère que ça vous aura plu pour mettre un petit peu de feu d'artifice mathématique en ce dernier exercice de l'année 2025. Bref, bon il est temps de conclure, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne, bien sûr. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice, ça fera toujours plaisir de discuter maths avec vous ici. N'oubliez pas de poser un pouce, ça fera pas de mal non plus et ça donnera un peu plus de visibilité à la chaîne. Ici, ça sera pour me soutenir. Ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très prochainement en 2026 pour de nouvelles aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Passez aussi de très bonnes fêtes de fin d'année. Salut tout le monde!